Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Leslie Robinet, directrice de service chez Mega International. On va parler architecture d'entreprise et donc sobriété numérique. Juste après ces titres, notre débat, il portera sur les politiques d'achat des entreprises. On verra comment une politique d'achat responsable peut être un levier majeur de développement durable. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble les produits de beauté de la marque 900.care, des produits à recharger pour mettre fin au plastique à usage unique. Architecture, politique d'achat, architecture d'entreprise, politique d'achat et cosmétique. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est donc Leslie Robinet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes, je le disais, directrice conseil chez Mega International, directrice de service. Mega International, c'est une entreprise qui fête ses 20 ans cette année. Et votre métier, c'est l'architecture d'entreprise. C'est quoi? Tiens, si on faisait une petite définition pour commencer. D'accord. Architecture permet de bâtir ou faire évoluer quelque chose, un système complexe. Donc l'architecture d'entreprise, c'est ceci appliqué à l'échelle d'une entreprise. On va faire des plans, comprendre et essayer d'imaginer et avoir un résultat qui va correspondre aux besoins et être opérationnel et efficace. Ça concerne uniquement les services informatiques ou pas seulement? Oh, absolument pas. Il y a la stratégie de l'entreprise, comment il s'opère, les processus organisationnels de l'entreprise. C'est juste que la plupart des entreprises utilisent l'informatique pour exécuter ces opérations. Mega International, je le disais, vous fêtez vos 20 ans. C'est une entreprise française? En effet, on est un PME, mais qui existe aussi à l'échelle internationale depuis de nombreuses années grâce à nos filiales et nos partenaires pour servir plusieurs milliers de clients dans les secteurs très variés, publics comme privés. Qui sont vos clients, tiens, justement? Oh, ils sont très variés. Les ministères, des régions, les industries, le transport, l'énergie, les banques, les assurances, les complémentaires santé, parce que tout le monde doit comprendre comment ils travaillent, comment ils s'organisent, pourquoi, comment, pour continuer à évoluer et être au service de leurs propres clients. Ouais. Comment ça marche? Quand une entreprise arrive, qu'est-ce qu'elle recherche? Elle cherche à, j'ai envie de dire, presque à mieux se connaître d'une certaine façon? C'est vraiment, ça commence par ça. On peut pas s'améliorer tant qu'on ne sait pas notre point de départ. Il faut toujours comprendre ce point de départ. Donc, la première étape d'une architecture d'entreprise, c'est d'apporter de la transparence, de la visibilité sur comment ça se passe aujourd'hui, pour ensuite dire demain on peut faire comment, on va faire comment, et tracer cette trajectoire et essayer de le dérouler. Donc vous intervenez, vous faites une sorte de scanner de l'entreprise, c'est ça? La question de la sobriété environnementale, de la sobriété numérique, et finalement de tous les enjeux RSE dont on parle chaque jour dans cette émission, est-ce que l'entreprise Mega existe depuis 20 ans, est-ce que vous les voyez, ces enjeux, prendre de plus en plus d'importance? Et si oui, depuis quand? Si vous deviez mettre une bascule? Carrément. Même nos clients étaient et sont demandeurs à ce sujet et nous tirent à les accompagner davantage sur ce cas d'usage-là. Parce qu'en fait, on a compris, les entreprises aussi, ils ont compris que pendant les années, on pouvait avoir une vision court et moyen terme qui se préoccupait des coûts, des risques quand même. Il faut essayer de réduire des choses qui peuvent nous empêcher à faire nos activités, mais aussi la valeur délivrée à les clients finaux. Et là, on intègre l'impact. Il faut intégrer l'impact dans notre organisation pour qu'on dure plus longtemps, pour qu'on soit résilient et pour qu'on existe dans ce monde de demain. Oui. On est en train de titrer une révolution numérique durable parce que quand même les enjeux numériques, ils sont au cœur des solutions que vous proposez, forcément. Oui, c'est quoi la question? Quel type de solution vous proposez, notamment en vous basant sur les technologies numériques, sur les systèmes informatiques? Quel type de solution vous proposez pour tirer les entreprises, tirer vos clients vers plus de durabilité, vers moins d'impact environnemental, notamment?
D'accord. Déjà, et depuis quelques années, on aide les entreprises à gérer leur portefeuille informatique. Déjà, on va éliminer ce qui ne sert pas vraiment le métier. Hein. C'est vraiment déjà ça. On a tendance dans les entreprises à accumuler. Et puis après, il faut quand même s'en occuper. C'est gérer l'obsolescence technologique. C'est les sujets de passage en cloud. C'est les sujets de... aussi décider dans quoi on va investir et comment on va le faire évoluer. Donc ça, on fait depuis un moment. Mais le faire avec vraiment des objectifs de réduction d'impact, c'est que maintenant que ça se passe. C'est vraiment maintenant que Mega est en train de même dessiner les contours d'une offre autour de ça. Ça n'existe pas formellement encore, mais c'est vraiment un sujet de préoccupation majeure. Déjà, à l'intérieur de la société Mega, c'est un sujet qui nous tient à cœur, hein, sur lequel on travaille, qui accélère ces derniers temps. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple ? En fait, il faut vraiment agir sur de nombreux axes, mais gardant les mêmes valeurs en tête, qui sont réduire, sobriété, réduire, réemployer, réutiliser. Donc déjà, de manière très physique, dans les bâtiments, on a dernièrement rénové nos bâtiments, gardons ça en tête, comment on peut réduire notre consommation d'eau, d'énergie, la gestion des déchets, les valoriser davantage. Sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise, parce qu'à ces derniers temps, on a beaucoup de télétravail, donc ça se passe chez eux. Mais ça, c'est, in fine, dans notre bilan carbone, on a vu que c'est pas là où on a le plus d'impact. À Mega, notre impact, c'est dans le digital. Dans le digital, on a deux manières de travailler là-dessus et réduire. Green IT et l'éco-conception, certains disent éco-design. Ça, c'est quand tu fais des produits, ça peut être des produits informatiques, tu vas intégrer déjà dans comment tu le codes, c'est très technique, mais aussi dans l'outil final, qui consomment le minimum de ressources possibles. Ouais. Et dans les conseils que vous apportez à vos clients, quand on dit d'intégrer les critères RSE, on est vraiment au cœur des enjeux de cette émission, d'intégrer les critères RSE à chaque niveau architectural. Ça veut dire quoi, ça, concrètement ? En fait, quand je parle des niveaux architecturaux, c'est que dans l'architecture d'entreprise, on a des couches. On a le couche d'architecture stratégique. On est là pour faire quoi, in fine ? C'est pas juste pour faire de l'argent, ça c'est la contrainte. On est là pour bien une raison et on aide nos entreprises à identifier ça parce que tout se base là-dessus. Donc il faut que déjà, là-dedans, il y a l'intégration de cette prise de conscience sociétale et environnementale. Mais aussi, on a la couche, l'architecture applicative, c'est la conception de l'application, c'est l'évolution du système d'information. On a même la couche physique, les bases de données, les serveurs, c'est un peu technique, mais c'est la réalité même des entreprises qui ne sont pas positionnées dans le digital, mais encore qui ont besoin de ça pour s'opérer. Le Shift Project, je vais vous donner ce chiffre, la consommation d'énergie du numérique est aujourd'hui en hausse de 9% par an, mais il est possible, selon The Shift Project, de la ramener à 1,5 par an en adoptant la sobriété numérique comme principe d'action. Quand vous entendez une phrase comme celle-là, concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans les conseils, dans les marchés, dans les actions que vous menez auprès de vos clients ? Passer d'une consommation numérique qui est en hausse continue, c'est assez vertigineux, une hausse de 9% par an, et de se dire mais on doit pouvoir arriver à 1,5% dans quelques années. Encore, ça passe par plusieurs axes. Ouais. D'abord, il faut se préoccuper de ses fournisseurs et comment on les responsabilise aussi, eux. Donc, par exemple, à Mega, pour nos clients qui utilisent notre offre SaaS, notre fournisseur de plateforme tire dans une direction d'utilisation des énergies renouvelables pour faire tourner leurs serveurs et puis aussi optimise des machines. Donc, déjà, il faut pousser ses propres... des acteurs autour de nous. Oui, son écosystème. Parce que vraiment, on a dans les bilans carbone, on a l'impact direct, mais si on va jusqu'au scope 3, c'est les impacts indirects. C'est vraiment le plus grand impact. C'est sur quoi on s'appuie pour travailler, pas juste nous-mêmes. Donc, il ne faut pas juste se préoccuper des opérations juste en face de nous, mais regarder l'ensemble de cycle de vie. En fait, c'est vraiment une vue holistique. Oui, c'est le cycle de vie du produit. Exactement. Quoi. Qu'est-ce qui se passe avant ? Donc, par exemple, dans l'informatique, plus que la moitié de l'impact de l'informatique vient de la préfabrication, la fabrication et la destruction du matériel. Souvent, des gens disent « Ah, j'éteins mon poste le soir, c'est super ». Il faut déjà faire durer ton ordinateur plus longtemps. Donc, dans les politiques des groupes d'informatique, voilà, la partie informatique des sociétés, ils doivent mettre en place des politiques qui font qu'on a du matériel qui va durer le plus longtemps possible, qu'il est optimisé, et que aussi on pense à cette fin de cycle de vie. Est-ce qu'il est détruit ? Est-ce qu'il est réemployé ?
dans des associations, par exemple, c'est des solutions qui sont intéressantes. Et donc, ça veut dire aussi, j'ai bien compris, emporter avec soi son écosystème, son environnement économique, ses fournisseurs, ses partenaires. Oui, sinon, il faut balayer devant sa porte. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et en parler autour de soi. Ouais. Et c'est une démarche de groupe, il faut y aller. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Méga International. On passe à notre débat tout de suite, débat autour de la politique d'achat responsable. C'est un levier énorme, vous allez voir. Qu'est-ce qu'un achat responsable? Comment faire évoluer la politique d'achat de son entreprise? C'est le thème de notre débat tout de suite avec mes invités. Mélissa Poutrin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultante RSE pour BL Evolution. C'est un cabinet de conseil en transition écologique. Et on est également en visioconférence avec Daniela Burla, qui est responsable développement durable de la CETEC. Bonjour et bienvenue. Vous avez travaillé ensemble, c'est ça? Vous avez conseillé la CETEC? Tout à fait. Oui, effectivement, on a accompagné CETEC sur son analyse de matérialité, donc sur la manière de prioriser ses enjeux RSE pour construire sa démarche RSE. Et ensuite, on les a accompagnés sur leur démarche d'achat responsable pour décliner justement la RSE dans les achats. Alors justement, on va rentrer dans le détail, mais peut-être en quelques mots, Daniela Burla, c'est quoi CETEC? Bonjour Thomas, bonjour Mélissa, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. CETEC, c'est un bureau d'études d'ingénierie dans la construction. Nous sommes très impliqués dans le développement durable, notamment dans l'éco-conception de nos projets. Alors, peut-être on peut commencer par une définition, tiens, Mélissa Poutrin. C'est quoi un achat responsable pour vous? Quand vous arrivez auprès d'une entreprise et que vous commencez à les conseiller, peut-être qu'ils vous posent d'ailleurs cette question, c'est quoi? Tout à fait. Un achat responsable, c'est un achat qui va limiter au maximum son impact sur l'environnement et sur les humains, et qui va aussi chercher finalement à créer de la valeur ajoutée pour ses parties prenantes. Donc, de manière plus concrète, c'est quelque chose qu'on va mettre en place aussi bien pour les achats de matériaux, de composants, de produits finis et même de services. Et donc, sur tout le cycle de vie de ces éléments-là, on va chercher donc à limiter notamment les impacts négatifs. Ouais. Est-ce qu'il y a des grands principes qui s'appliquent à tous les secteurs, à toutes les entreprises, ou est-ce qu'il faut, d'une façon un peu fine, adapter le conseil à chaque politique d'achat finalement? Oui, tout à fait. Effectivement, il faut prendre le temps de bien cartographier tous les achats avant de se lancer, parce que la démarche ne va pas être pareille pour un produit fini assez basique, ou comme un ordinateur par exemple, où on va pouvoir opter pour des écolabels, et pour un produit qui va avoir une chaîne de valeur complexe sur lequel il faudra travailler sur chacun des composants. Ouais. Donc effectivement, la démarche va être vraiment différente en fonction des achats de l'entreprise. Ouais, on parlait juste avant avec Leslie Robinet du cycle de vie d'un produit. Évidemment, c'est une thématique que vous devez aborder vous aussi. Daniela Burla, je reviens sur cette idée de définition. Est-ce que pour vous, c'était important déjà de savoir de quoi on parle quand on évoque la politique d'achat responsable avant de se lancer dans une transformation? Tout à fait, Thomas. Nous avons déjà commencé, grâce à Mélissa, à cartographier chez nous l'ensemble de nos achats sur les 3 dernières années. Nous avons vraiment identifié le panel complet. Et ensuite, nous avons défini, avec l'aide de Mélissa, donc de BL Evolution, et un groupe de travail interne, quel est notre plan d'action, quelles sont nos priorisations pour pouvoir avancer ensemble sur le sujet des achats durables. Est-ce que vous voyez déjà est-ce qu'il y a des effets à court terme que vous recherchez? Oui, nous essayons déjà très vite embarquer l'ensemble de nos fournisseurs et de nos prestataires sous-traitants, mais également plus en amont avec nos clients. Nous travaillons sur ces sujets d'achat durable pour pouvoir, parce qu'en fait, il est impossible que ça soit une seule entité qui arrive à aboutir dans ces objectifs. Il faut qu'on soit tous embarqués dans cette politique. Mais ça, Daniela Burla, ça prend du temps. C'est-à-dire embarquer ses fournisseurs, son écosystème, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Non, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais nous avons commencé grâce à l'analyse de la matérialité, d'identifier la priorisation, en fait, y compris de nos actions.
Et dans l'immédiat, dans tous les achats que nous faisons, nous préconisons des critères responsables. Déjà, dès maintenant, nous avons commencé à supprimer le plastique dans nos achats. Nous avons demandé à nos acheteurs par exemple, pour notre propre impact direct, de mieux lors des transports, par exemple, dans la politique d'achat de nos collaborateurs, nous avons demandé d'utiliser que des voitures électriques ou utiliser plutôt le train que l'avion dans les transports, oui. Donc ça, c'est les premières phases. Il y a ce chiffre qui est quand même marquant et qui donne l'enjeu de ce que vous faites pour une entreprise comme CETEC ou pour les autres. C'est que la politique d'achat, ça représente en moyenne 50% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc c'est vraiment majeur. Et quand vous arrivez, vous, pour conseiller une entreprise, vous dites quoi? Vous dites c'est votre levier principal, tout simplement? Alors c'est un des leviers, tout à fait. C'est vraiment un levier important puisque, comme vous le rappelez, c'est souvent lié vraiment au cœur business et ça permet d'engager vraiment l'activité de l'entreprise. Donc effectivement, quand on va voir ces entreprises, on rappelle en fait à quel point les achats responsables sont importants. On va effectivement former les collaborateurs, notamment sur ces sujets-là, pour que chacun comprenne en fait comment dans son activité aussi du quotidien, il y a finalement c'est lié aussi aux achats qui sont effectués et comment eux-mêmes peuvent avoir un impact sur ces achats en essayant de choisir des partenaires qui soient plus responsables. Oui. Est-ce qu'il y a, on parlait du court terme et évidemment du moyen terme, est-ce qu'il y a différentes phases? Est-ce qu'il y a une première phase qui est finalement assez facile pour une entreprise et puis ensuite, est-ce que ça se complique? Alors, effectivement, il y a une première partie qui va être entre guillemets relativement facile puisque interne, donc, toute la phase de formalisation de la démarche où on va d'abord donc cartographier ses achats, identifier les risques, formaliser une stratégie, une politique achat responsable et ensuite quand il va falloir la décliner auprès des fournisseurs, c'est là que ça peut être un peu plus compliqué. Donc il va falloir définir des critères, trouver le juste milieu entre le fait de justement intégrer la RSE dans les critères de sélection des fournisseurs et en même temps trouver un équilibre économique et aussi pouvoir continuer de travailler avec des fournisseurs qui sont en train de mûrir sur la question de la RSE, ils ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts. Donc il faut aussi pouvoir s'adapter au marché existant. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a des entreprises, je parle des fournisseurs, pour qui c'est quasi impossible d'aller vite et de répondre à la demande des clients que vous conseillez? Alors effectivement, c'est plus facile pour les entreprises qui sont déjà engagées, pour les fournisseurs qui sont déjà engagés dans la RSE. Mais après, c'est vrai que de toute manière, c'est une transition de fond qui est en train de se mettre en place et beaucoup de fournisseurs ont conscience qu'il va falloir aussi eux-mêmes pouvoir fournir des produits responsables. C'est demandé par les donneurs d'ordre qui sont notamment soumis à la loi sur le devoir de vigilance. Donc on voit qu'il y a aussi une évolution qui se met en place et même si ça prend du temps, et effectivement certains ne sont pas capables de le faire tout de suite, mais ça se met en place petit à petit. Daniela Burla, je reviens vers vous justement sur cette histoire de calendrier. Est-ce qu'en fonction du fournisseur, vous donnez des délais, j'imagine? C'est quand même un travail collaboratif que vous faites avec eux, ou est-ce que vous leur mettez finalement beaucoup la pression? Absolument pas, Thomas. Ce que nous faisons, c'est nous travaillons toujours avec nos sous-traitants, nos prestataires intellectuels. Nous mettons en place des marchés ensemble parce que c'est important que nos partenaires soient convaincus que ce que nous faisons, notre engagement dans le développement durable et dans cette politique d'achat responsable, elle est essentielle, que ce soit pour notre propre impact direct en tant qu'entreprise d'ingénierie, mais également pour les projets dans lesquels nous participons en tant qu'ingénierie, puisque nous avons effectivement constaté que notre impact direct, il est plutôt de 100, alors que lorsque nous préconisons des éléments dans les cadres des marchés, par exemple des marchés de construction, notre impact en tant qu'ingénierie peut être pour 1000. Donc en fait, il y a quand même une échelle assez importante à prendre en compte. Et dans notre démarche, donc ingénieur citoyen, nous souhaitons travailler vraiment avec tous les prestataires pour les accompagner, les former aussi, les sensibiliser, mais pas que. En fait, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nos clients, nos maîtres d'ouvrage doivent être également partie prenante de
démarche d'éco-conception globale avec une politique d'achat responsable efficace. Daniela Burla, est-ce que ça concerne uniquement l'équipe RSE et l'équipe achat dans l'entreprise, ou est-ce qu'il faut, la réponse est un peu dans ma question, mais associer tous les collaborateurs? J'imagine que c'est seulement comme ça qu'on va être efficace. Alors, pour vous répondre à la question, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de notre démarche Agent et citoyen. En 2017, notre direction générale a lancé un concours pour l'ensemble de nos collaborateurs pour dire est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous imaginer CETEC dans 2030 à la une des journaux et nous identifier un projet qui pourrait être symbolique pour votre journal favori. Et en fait, on s'attendait à avoir des projets comme aujourd'hui, comme les projets emblématiques que nous avons aujourd'hui, comme Via Dudo Mio, Fondation Louis Vuitton et autres de ce type-là. Et en fait, tous les projets de la une, donc c'était pour les 60 ans de CETEC, c'était tous tournés vers l'environnement, comment est-ce qu'on fait pour faire de la low-tech, comment est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète, ça revenait à ça. Depuis, la direction a défini donc notre démarche, notre raison d'être en même temps, et nous avons mis en place des groupes de travail transverses sur des quick wins. Donc, ce sont des actions rapides qui concernent effectivement nos propres actions, mais aussi les actions qui nous semblent pour nous à court et à moyen terme faisables, dont la politique d'achat en fait partie. Et donc, l'ensemble des groupes, et aussi des défis donc, qui sont plutôt sur le fond de métier, sur le changement climatique, sur notre adaptation des territoires, et la résilience des territoires au changement climatique, tout ce qui est mobilité décarbonée, éco-conception. Donc, toute cette partie-là, en fait, ce sont donc des quick wins et des défis. Et nous avons donc des groupes de travail qui sont tous animés par les directeurs généraux des sociétés du groupe. Nous sommes une trentaine de sociétés dans le groupe CETEC, à taille humaine. Dans ce cadre-là, donc le groupe de travail qui a en charge l'achat responsable, donc c'est un quick win pour nous. Il est vraiment géré donc, par un pilote qui est un directeur général, et associé à ce groupe de travail, nous avons des acheteurs, nous avons des membres de la direction de l'international, nous avons des personnes qui sont sensibles tout simplement sur le sujet, qui se sont eux-mêmes proposés à en faire partie. Et donc tout ça c'est vraiment un travail, et aussi nous nous basons sur un réseau en fait d'ingénieurs et citoyens, donc de responsables dans le groupe, de 55 personnes. Donc on est très contents. Collective, voilà. On l'a bien compris. Pour conclure, Mélissa Poutrin, c'est aussi un levier d'innovation. Tout à fait. C'est important de le dire. Oui, tout à fait. À travers une démarche d'achat responsable, on va travailler avec ses fournisseurs et aussi avec les prescripteurs internes, donc ceux qui vont finalement concevoir les produits, par exemple, pour trouver des solutions communes qui vont pouvoir justement générer plus de création de valeur et qui vont générer de nouvelles idées, éventuellement de nouveaux process, et à travers ça, effectivement, des leviers d'innovation. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. On va parler cosmétique tout de suite, beauté sans plastique. Des cosmétiques sans plastique, voilà le thème de Smart Ideas aujourd'hui. Je vous présente Aymeric Grange, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur, le président de 900 Care. Vous l'avez créé, c'est tout jeune cette marque, ça fait quoi, quelques mois, même pas un an, c'est ça? Ça fait même pas un an qu'on est lancé commercialement. Il y a eu beaucoup de travail en amont, parce que lancer une marque de cosmétiques, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et on a lancé notre site en décembre. Et on a lancé chez Monoprix dans 135 Monoprix en avril. Donc c'est une histoire encore toute jeune. D'accord, donc décembre 2020, donc vous fêterez vos 1 an dans quelques mois. C'était quoi l'idée de départ? C'est quoi le déclic? Alors le déclic, ça vient déjà d'une prise de conscience personnelle. Moi, j'ai une chance, c'est que mon père est moniteur de plongée. Il m'a transmis cette passion, ça fait 20 ans que je plonge et que je vois au fil des années de plus en plus de plastique dans les océans. Et forcément, ça nous interroge sur notre consommation à la surface. Le problème, c'est le plastique à usage unique, qui est omniprésent dans toutes nos consommations, et en particulier dans la salle de bain. Et quand on prend l'exemple d'un gel douche que vous achetez en grande surface, il y a à peu près ça d'eau et seulement ça d'ingrédients actifs. Et quand on y réfléchit, on se dit, j'achète mon gel douche, j'achète de l'eau que j'ai déjà chez moi et du plastique que je vais jeter. Donc l'idée de 900 Care, c'est tout simple, c'est de dire, on va compacter tous les ingrédients actifs dans ce petit bâtonnet que vous allez insérer dans votre bouteille réutilisable, vous rajoutez l'eau du robinet,
et ça va créer votre gel douche avec la texture, le parfum, enfin tout ce qu'on aime dans le gel douche, la mousse, mais sans avoir acheté de plastique Alors, à la fin. je vais vous faire un aveu, je l'utilise ce gel douche, donc ça marche très très bien. Et effectivement, on est dans une démarche durable absolue, puisque ce flacon, je vais pouvoir l'utiliser voilà, pendant des années. Il y a quoi? Il y a différents parfums. On peut choisir quand même son gel douche d'une certaine façon. Alors oui, c'est très customisable. On peut choisir déjà la couleur de la bouteille réutilisable. Alors là, je vous ai apporté du jaune pour mettre un peu de soleil sur le plateau. C'est une bonne idée. Mais ça vient en bleu, en rouge, en vert, et on prévoit de lancer plein d'autres couleurs. Ouais. Et ensuite, en termes de parfums, on en a plusieurs. Là, on a le miel ici. On a également de l'aloe, on a du lys blanc. Et là encore, on travaille sur plein d'autres parfums. Et les principes actifs, parce qu'évidemment c'est la question qu'on va tous se poser, vous réussissez à les compacter, ils sont, c'est aussi efficace qu'un produit classique, traditionnel. Ouais. Alors on a une charte de formulation qui est très stricte. Ouais. Déjà, il faut que les produits soient sains. Donc on est très bien noté sur toutes les apps type Yuka. Donc sur Yuka, on a au minimum 93 sur 100. On utilise en grande majorité des ingrédients naturels, à plus de 97%. Mais surtout, on a fait un vrai focus sur l'efficacité et la sensorialité, parce qu'on pense qu'il n'y a que comme ça que les gens vont passer à des modes de consommation plus responsables. Monoprix, vous l'avez dit, c'est arrivé très vite. Est-ce que quand vous créez 900 Care, vous savez déjà que vous avez ce débouché? Vous les avez pré-contactés? Comment ça s'est passé? Parce que c'est très très rapide, 4 mois. Alors c'est très rapide. Alors déjà, pour vous parler un petit peu de nos canaux de distribution, on a lancé essentiellement en ligne. Le gros de nos ventes se fait en ligne avec des modèles d'abonnement où les gens déterminent la fréquence à laquelle ils doivent recevoir leur recharge, et leur recharge arrive dans leur boîte aux lettres parce qu'elles font moins de 3 cm de hauteur. Mais on a eu beaucoup de clients qui nous ont dit moi, ce qui est pratique, en fait, c'est pas de le recevoir dans ma boîte aux lettres, c'est plutôt d'aller le prendre quand je vais faire mes courses dans le supermarché du coin. Et donc, dès le début, on s'était dit, il faut absolument qu'on ait ces deux pieds, le pied en ligne, le pied commerce physique. Et on allait très tôt, je pense au bout de 3 mois qu'on travaillait sur le projet, on allait voir Monoprix pour leur dire, voilà ce qu'on est en train de créer. Est-ce que c'est quelque chose qui serait susceptible c'était avant le lancement commercial, bien on est avant, bien d'accord. Quasiment un an avant. Parce que ça a été on va parler de croissance, ça a été un booster de croissance phénoménal. Phénoménal. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors là, on a plusieurs dizaines de milliers de clients. On est à plus de 30 000 clients en cumulé. Et ça augmente de jour en jour parce qu'il y a un phénomène qui est assez dingue, qui est le bouche à oreille qui se propage. Et ça nous a permis de faire aussi quelque chose qui est assez fou, c'est qu'on vient de faire une grosse baisse de prix. On a baissé nos prix de 40%. Donc avant, une recharge de gel douche, ça coûtait 6 € par flacon. Maintenant, ça coûte 3,50 €. Comment vous y êtes arrivé? On y est arrivé grâce au soutien de nos clients. Parce qu'en fait, si on rembobine un peu il y a un an, lancer une marque comme 900 Care, c'est compliqué parce qu'on fait tout en France. On a des ingrédients qui sont naturels, donc ça, c'est 2 choses qui coûtent très cher. Et quand on lance, on n'a pas de volume et donc on n'a pas d'économie d'échelle. Grâce à Monoprix, grâce à nos clients sur le site, on a réussi à avoir ces économies d'échelle et on a pris un parti pris fort, c'est-à-dire dire on va réinvestir toutes les économies qu'on fait sur nos coûts dans nos prix. Parce que la vision de 900 Care, c'est de dire ces produits, il faut qu'ils soient accessibles à tous les Français. Et donc, en 20 secondes, le temps file trop vite, les perspectives de croissance, là, c'est quoi? Alors, 2 choses. La première, c'est étendre la gamme, parce qu'il faut qu'on puisse trouver tous les produits de la salle de bain chez 900 Care, et ensuite continuer à développer nos canaux de distribution pour que tout le monde puisse nous acheter. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, merci Aymeric Grange d'être venu partager votre expérience dans Smart Impact. Je voudrais remercier aussi Joséphine Dacoury qui est à la programmation, à l'édition ici aussi en régie, Victoire Père, Alice Pitavi à la réalisation et Amanda Montero au son. Je vous donne rendez-vous demain. Salut.